Du coup, je vais vous faire mon premier talk de ma vie. C'est un petit peu stressant, je vous l'avoue. Et du coup, je vais vous présenter un sujet qui me tient à cœur, qui s'appelle l'art d'un code type-safe, apprendre à dériver ses types avec TypeScript. Alors, je m'excuse, je vais être un peu rapide dans la présentation parce qu'elle est un peu longue et j'ai envie de respecter le temps imparti. J'ai pas réussi à trop couper, donc ça va être un peu speed. Mais vous allez voir, c'est cool. Il y a plein de trucs à faire. Donc comment ça va se présenter? Je vais vous présenter des cas concrets justement de cette notion de dérivation, des cas plus poussés, même un peu, grave cool en vrai. Comment faire aussi techniquement, concrètement, quand on met les mains dans le cambouis, comment ça se passe? Mais malheureusement, je vais pas avoir le temps de parler de d'autres sujets de typage, comme la discrimination et plein d'autres, qui sont hyper intéressants pour avoir un code type safe et hyper pratique à utiliser. Alors moi, qui je suis développeur Angular depuis plus de 8 ans maintenant. J'ai travaillé dans des entreprises comme Air France, EasyShop et actuellement chez Dude. Et j'ai travaillé exclusivement sur Angular. J'ai fait quasiment pas de back-end. J'ai un blog du coup sur le sommeil, qui s'appelle sommeilprofond.fr. J'ai publié dessus pendant plusieurs années, il est un peu moins en ce moment. Et je suis aussi très actif dans l'association de ma femme qui s'appelle Instinct Animal, qui a deux pôles, un pôle faune sauvage et un pôle animaux domestiques. Le pôle faune sauvage a ouvert l'année dernière, a déjà sauvé plus de 2000 animaux. Moi, je trouve ça incroyable, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et sur la partie domestique, je fais très souvent famille d'accueil pour des chiens, des chatons. En ce moment, il y a une famille de chatons, ils sont trop adorables. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je partage pas mal de contenu autour d'Angular. Et donc, ce qui m'a inspiré un peu cette conférence, c'est ma lib. C'est un peu mon dream tool, mon étoile polaire quand je travaille dans des projets compliqués. C'est quoi la meilleure façon de répondre aux problèmes que je rencontre. Et comme c'est sur mon plan perso, je peux prendre mon temps, je peux vraiment explorer des choses, etc. Donc il y a des notions de state management, de rendre l'application type safe, d'observabilité. Et là, je suis en train d'entamer un peu un arc IA. Et du coup, elle est là si vous voulez voir. Et donc là, on va commencer, on va voir des exemples concrets de la dérivation. Donc là, je vais vous parler d'un cas que j'ai rencontré sur un projet. Donc c'est du code legacy, c'est pas du nouveau code, c'est ça aussi qui est intéressant. On avait un cas où on avait un composant qui devait ouvrir une modale, tout simplement. Sauf que cette modale, il n'y avait pas le passage des informations qui étaient type safe. Donc s'il y avait des changements sur les infos que demandait la modale, ça pouvait casser au runtime, en production. Et ça fait mal, ça fait mal. Et le système de modèle qui était implémenté était très fortement couplé à l'application. Et il n'y avait pas de test, pas forcément de temps. Donc c'était un sacré challenge pour changer ça. Sauf que, heureusement, le typage était là. Et en très peu de temps, au final, j'ai pu résoudre le problème. Et je vais vous montrer un peu comment ça se passe, comment j'ai fait ça. J'ai créé un utilitaire qui s'appelle modalConfig, qui a un handle, donc ça va être le nom de la modale, qui va définir les inputs de la modale. Donc là, il y aura un title, un message, qui va définir aussi les outputs que va pouvoir émettre la modale. Donc là, il n'y aura qu'un output qui sera kind. Et du coup, kind va renvoyer un littéral, un union type de littéral. Donc en gros, il va soit renvoyer OK ou dismiss. Un littéral, c'est quoi? Un littéral, c'est un string qui est défini. Et donc là, j'ai défini mon confirm dialog config. On va aller voir côté confirm dialog componente. Du coup, je vais implémenter cette config grâce à un utilitaire qui s'appelle getModalInterface. Et ça, je ne vais pas forcément vous montrer le code, c'est pas vraiment l'intérêt ici, c'est plus la notion que j'ai envie de partager. Et ça va me contraindre, mon confirm dialog componente, à implémenter le title et le message. Donc ça va me permettre de rester synchronisé avec ma config que j'ai définie précédemment. Pour l'émission des outputs, quand je vais injecter mon modal service, je vais lui passer ma config. Et comme ça, il est au courant de tout le contexte de ma config de ma modale. Et quand je vais mettre un event, je ne vais pas pouvoir me tromper. Si jamais les outputs au niveau de la modale config changent, je vais avoir une erreur de désynchronisation, de compilation si ça se désynchronise. Au niveau du composant qui appelle justement cette modale pour l'ouvrir, ça va se passer en deux temps. Donc quand j'injecte ma modale, encore une fois, je lui passe ma config. Et dans le carré vert, quand je vais vouloir ouvrir cette modale, là, je vais pouvoir passer title et message. Et ce qui est extraordinaire maintenant, c'est s'il y a un changement au niveau de la config, au niveau des inputs, il y a tout qui est synchronisé. Et si jamais on rajoute une input, on en supprime, je vais avoir une erreur à la compilation si c'est plus compatible. Pour les outputs, c'est pareil.
quand je vais écouter les events qui viennent de ma modale, eh ben, je vais savoir exactement la payload qui est associée. Et ça, c'est formidable. Ça a résolu tous nos problèmes, juste en ajoutant une sorte de couche de typage. On n'a modifié aucune logique. Donc très peu de risque de régression de cas non prévus, parce qu'on n'a pas touché à la logique implémentée. Et en fait, le truc ici, c'était de dériver la config, comme on a vu avec l'utilitaire et aussi avec le passage ici au niveau de l'injection à modal service, la config. Hop, excusez-moi, je prends mon dos. Sur un autre exemple un peu plus local, je vais définir. Alors le cas là ici, c'était on avait plusieurs composants, par exemple, plusieurs composants mais qui représentaient la même chose. Par exemple, une carte utilisateur qui pouvait être à la fois affichée verticalement et horizontalement, etc., dans plein de formes. Et le problème, c'est qu'on avait des synchronisations, il y avait des composants qui évoluaient et pas d'autres. Et du coup, on avait une désynchronisation et c'était pas terrible. Enfin, ça avançait pas tout dans le même sens et c'était pas vraiment simple. On pouvait pas non plus faire ce qu'on voulait parce que il y avait des informations qui étaient dans la base de données. Du coup, on pouvait pas forcément tout regrouper dans une seule input. Et donc c'est pour ça que j'ai implémenté cette solution-là. Donc la solution, ça a été de créer une interface à gauche, user4data, qui est très simple, avec un title, subtitle, avatar, et on peut mettre tout un tas de propriétés. Ça s'écrit vraiment très facilement. Je pense que vous comprenez tous comment l'écrire. Et par contre, côté composant, je vais l'implémenter en utilisant interface to input, et je lui file du coup mon interface que j'ai écrit. Et là maintenant, tous mes composants justement qui doivent représenter le même objet, et ils seront contraints de se synchroniser avec cette interface. Et voilà, donc sans trop d'efforts, on peut rendre le code un peu plus harmonieux et un peu plus secure. Un autre exemple de la dérivation, ça va être le signal form. Et je trouve le signal form, il est assez formidable là-dessus, parce qu'en premier paramètre, du coup, il va prendre un modèle, comme on l'a vu ce matin. Et en fait, si on regarde le second paramètre, avec le schema pass, on voit que dans le schema pass, on retrouve les informations qui sont dans le signal, dans le précédent signal qu'on lui a passé, donc c'est-à-dire l'email et le password. Et du coup, dans ce second paramètre, c'est là où on va pouvoir ajouter les validateurs. Et moi, de la façon dont je le perçois, c'est que le signal form, il permet de dériver des validateurs d'un modèle. Et c'est cool parce que maintenant, si jamais on supprime l'email ou si jamais il change de forme, on aura une erreur. Les validateurs seront plus compatibles et on va avoir une erreur. Et donc ça, c'est encore un aspect de la dérivation, en tout cas de mon point de vue. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut dériver? Est-ce que, par exemple, là, c'est un appel API pour récupérer un utilisateur, et là, je vois quand je survole mon user response, j'ai un type any. À votre avis, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça, d'un point de vue typage? Et d'un point de vue typage, on peut savoir que on a bien any. Par exemple, au niveau de mon type isUserResponseAny, je vais pouvoir savoir que mon userResponse, c'est bien any. Donc je ne vais pas forcément vous présenter le isAny parce qu'on le trouve facilement sur Internet. Et même on peut demander à l'IA, il y a des libs qui font ça. Mais voilà, en gros, c'est qu'on peut, en fait, d'un point de vue typage, connaître un peu les informations, etc. Dans un autre contexte, je crée un type name de type string, une constante name qui vaut name et du coup je l'assigne à Romain. Quand je survole, on va dire, le name, je vois que name ça vaut string. Par contre, maintenant, si je veux savoir si mon name il a Romain comme information, ça me dit que non. Le isRomain type of underscore name, ça va retourner false ici. C'est bien dommage parce qu'en fait on voit que name ça vaut Romain, donc on a perdu du contexte ici. Dans un autre cas encore, avec des objets, donc là je vais définir un type square dans le sens case à cocher avec un word et un checked. Et quand je vais créer mon first square, donc je lui dis que c'est de type square, je lui assigne le mot signal et le checked à true. Et quand je vais vouloir savoir si cette case a été cochée, ça va me dire que non, alors qu'on voit très bien que le check il est à true. Donc là encore une fois, on a perdu du contexte. Donc un gros enjeu pour commencer, c'est de préserver le contexte et soigner ces types. Et donc, il y a des solutions assez simples. Donc, par exemple, on peut utiliser satisfies. Au lieu de mettre 2 points name, on peut mettre satisfies name. Ici, dans le premier cas, dans wrong name, je lui passe un number et je lui passe 100 et il me dit que number, c'est pas assignable à un type string. Mais ça marche bien quand je lui passe Romain. Donc, c'est nickel. Et quand je survole le underscore Romain, il me dit qu'il y a Romain dedans et c'est plus string. Et maintenant, d'un point de vue typage, je peux encore savoir si ça vaut Romain ou non, si name vaut Romain ou non. Hyper intéressant. Pareil, on peut faire la même chose avec un objet. Donc ici, je mets un satisfy square. Quand je survole le type qui est renvoyé dans first square, je vois que word ça vaut string et que le check ça vaut true.
ça ne vaut plus booléen. Et du coup, je peux savoir d'un point de vue typage si ça a été coché ou non. Hyper intéressant, encore une fois. Si on veut préserver encore plus d'informations, on peut utiliser un asConst satisfy square. Et maintenant, on voit qu'on arrive même à préserver le word signal. Ça peut être utile dans certains cas. Mais maintenant, là, on va vouloir rentrer un peu plus dans l'aspect de dérivation, on va dire, des utilitaires qui vont vraiment nous servir au quotidien. Et donc, quand on crée une fonction, on peut un peu implémenter ce même mécanisme. Donc là, ce que j'ai souligné en jaune, c'est un type générique. Donc T, c'est un type générique qui doit être de type square, que je récupère au niveau de mon premier paramètre et que je retourne tel quel pour l'instant. Je définis mon first square comme on a vu avant, et quand je regarde ce que j'ai dans first square, j'ai toujours le word qui vaut string et le check qui vaut true. Si je veux justement préserver plus d'informations, et bien pareil, je peux mettre const devant le T, et ça va me faire comme si j'avais fait un asConst, mais directement au niveau de la signature. Donc là, c'est quelques notions à avoir pour justement garder le maximum de contexte, et après le travail. Et là, on va rentrer dans la partie qui est vraiment cool. Franchement, c'est incroyable. Déjà, là, c'est pas moi, c'est un mec qui s'appelle Dominique Bachmann. Je crois qu'il a fait une conférence à Vienne, qui est sur YouTube. Et du coup, il a présenté sa lib qui est Angular Type Router. Et ça permet d'avoir de la navigation absolue de façon type-safe. Donc là, il y a même l'autocomplétion. Quand il fait son navigate by URL, il a la liste de toutes ses routes. Et si jamais, dans l'exemple du bas, dans le snippet, dans la capture d'écran juste en bas, si je mets dashboard au lieu de dashboard, je vais avoir une erreur à la compilation. Ça peut être hyper intéressant. Alors ça ne marche pas pour tous les projets, va falloir peut-être faire des adaptations selon les projets, mais c'est grave cool, ça fait vraiment une DX de dingue. Et je trouve, alors du coup, toujours dans cette notion de dérivation, je trouve qu'on perd énormément de contexte au niveau de la création des routes. Au niveau de la création des routes, on a des gardes, on a de la data, on a parfois des résolveurs, ça existe les résolveurs dans les routes, on a aussi des params, et ça en fait, toutes ces données-là, on la perd et on peut la récupérer grâce à Angular au niveau des inputs, mais c'est pas fait d'un point de vue typage et on peut avoir des erreurs au runtime. Si jamais on écrit mal son input avec une faute d'orthographe, on aura l'erreur au runtime, donc ça évolue mal, ça peut mal évoluer en tout cas. Et donc, une idée, je ne vais pas forcément le représenter parce que ça serait un peu long à expliquer, mais une idée, ça pourrait être justement de dériver des tokens d'injection depuis nos routes, au moment de leur création, pour justement exposer directement la data, enfin ce qu'il y a dans le data, ce qui a été retourné par le résolveur, nos params, etc., peut-être même ce qui a été retourné par nos gardes, et du coup l'injecter directement dans nos composants qui en dépendent. Et ça marche super bien avec ce concept-là d'avoir l'injection de dépendance type-safe. Ça, c'est un truc que j'ai exploré récemment. Et en fait, on peut, dans Angular, il faut quand même une petite étape intermédiaire, rendre l'injection de dépendance type-safe. Donc ça veut dire que si jamais j'injecte un service et qu'il n'est pas disponible, qu'il n'a pas été provide au bon endroit, je vais avoir une erreur à la compilation, comme quoi, ici, ce que j'ai souligné en jaune, que mon other service n'a pas été provide. Et du coup, mon logiciel plante à la compilation et pas au runtime. Ça a énormément de valeur. En fait, je pense qu'on ne s'imagine pas à quel point c'est intéressant. Je pense qu'on a tous peut-être un peu galéré avec l'injection de dépendance. Moi, en tout cas, j'ai eu un petit peu de mal à la prendre en main. Mais en fait, quand on a directement un feedback comme quoi ce qu'on a mis en place, c'est pas bon, et on apprend très vite. Et il y a un nombre d'applications incroyables. Par exemple, on a vu, même dans la conférence juste avant, ça parlait d'injection de dépendance, de provide des tokens, etc. Rainer aussi a parlé d'injection de dépendance, etc. a créé des states très locales. Et avec l'injection de dépendance qui est type-safe, c'est vraiment incroyable et c'est vraiment un atout qu'on a par rapport à d'autres libs ou frameworks front-end. Donc là, j'ai écrit un article qui présente une façon de mettre ça en place. Du coup, j'ai yield mon article, pour ceux qui ont la référence. C'est sympa. Un autre atout aussi, justement, à garder du contexte et à le dériver, c'est pour... ça va nous simplifier dans les tests. En fait, un gros challenge quand on teste nos composants aussi, c'est que nos composants, à chaque fois qu'ils font un inject, on a des dépendances qui sont un peu cachées. Et du coup, en fait, de mes projets que j'ai vus, des fois on a des composants avec énormément de dépendances et c'est vraiment compliqué à tester, surtout quand c'est pas nous qui l'avons écrit. Et donc si on traque toutes les dépendances, on peut faire en sorte que tant qu'on n'a pas fourni toutes les dépendances à notre test, le test ne se lance pas, on a une erreur à la compilation du test. Et c'est hyper intéressant. Alors, elles sont où les dépendances? Elles sont dans les services qui ont été injectés, elles sont dans les services qui ont été providés, même celles qui ont été injectées dans les providers. Elles sont aussi dans les composants qu'on importe,
parce qu'eux aussi peuvent avoir des services qu'ils injectent, etc. Et donc après, une fois qu'on a tout ça, on peut facilement isoler un composant pour le tester de façon locale, parce qu'on connaît toutes ses dépendances directes, mais on peut aussi l'isoler facilement du browser, par exemple pour les appels API ou d'autres interactions avec le browser. Pareil, là je ne mets pas de capture d'écran parce que je n'ai pas forcément le temps de tout expliquer, et je suis un peu pressé par le temps. Mais avec un état comme un signal, un state, on pourrait imaginer aussi de dériver la logique, un peu comme le fait le signal store. On pourrait aussi imaginer de dériver la logique par propriété, ou de dériver un form et ses validateurs, etc., 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 depuis un form dérivé de la logique, etc. Et tout ça, vous pouvez retrouver des notions un peu dans la lib que j'ai fait. Je vous invite à la regarder, pas forcément à l'utiliser, parce qu'elle est encore expérimentale, mais à la regarder, il y a pas mal de concepts intéressants. Je ne sais pas si quelqu'un a un jeu du bingo aujourd'hui, avec des petites cases, a fait un petit jeu du bingo, a dit tiens, il y aura ces mots qui vont être dit pendant la conférence. Peut-être pas à première vue, mais ça peut être un bon truc à faire. Et du coup, on va faire un jeu du bingo maintenant pour mettre les mains dans le cambouis. Comment on fait concrètement? Et du coup, ici, on va créer un jeu du bingo avec un player card, donc il y aura le player name et un bingo grid. Ici, le bingo grid, c'est une matrice et on appelle ça un tuple, parce que un tuple, c'est quoi? C'est une liste avec un nombre d'éléments définis. Et c'est hyper intéressant d'un point de vue typage, on va le voir après. Ensuite, je crée ma fonction pour créer mon jeu, du coup bingo game, qui va prendre deux types génériques. Donc il y aura les mots annoncés et les cartes de mes joueurs. Pour l'instant, je retourne void, mais on va voir qu'on va rajouter une petite activité sympa. Donc à gauche, du coup, dans la fonction bingo game, le premier paramètre, ça va être la liste de tous mes mots qui ont été dits. Et le second paramètre, ça va être les joueurs. En gros, il y aura player 1 et player 2 avec leur grille. Et si on fait le total actuellement, player 1 il a 6 points et player 2 il a 5 points. Et comment on va travailler avec les types? On peut utiliser un expect et equal que j'ai mis. En gros, ça vient là de Total TypeScript. Il y a des libs qui les proposent, même l'IA, je pense, elle arrive à le faire. Et du coup, je vais lui passer le type de mon jeu et j'attends qu'en fait, il me retourne un objet avec player 1 qui vaut 6 et player 2 qui vaut 5. Si vous utilisez vitesse, vous pouvez aussi utiliser le expect typeof underscore game .to equal typeof, etc. Il y a une page qui est dédiée sur l'explication des tests de typage avec vitesse, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à l'utiliser. Et du coup, tant que mon game n'est pas correct, je vais avoir une erreur en rouge. Et quand ça sera bon, du coup, ça va passer. Donc l'idée ici, c'est de calculer les scores par joueur et de renommer le nom des joueurs. Et donc comment on fait ça pour calculer le score par joueur? Donc là j'ai créé un utilitaire qui s'appelle getBingoScore et là je vois qu'il me renvoie le bon résultat, il me renvoie 2 parce que je vais filer les mots annoncés, je vais filer la grille de mon joueur, ils ont tous les deux en commun Word 1 et Word 2 et on voit que mon utilitaire renvoie bien 2. Mais il y a quand même des subtilités en TypeScript dans le côté typage, c'est qu'on ne peut pas faire 1 plus 1, ça ne marche pas. Donc on va devoir trouver des alternatives et justement tout à l'heure je vous ai parlé de tuple. Un tuple c'est une liste avec un nombre d'éléments définis et du coup on peut récupérer son total en faisant length. Et ça nous renvoie un nombre défini. Donc on va s'appuyer là-dessus. Mais du coup, il faut aussi trouver un moyen de filtrer justement les mots qui sont à la fois annoncés et dans notre grille de notre joueur. Et on ne peut pas faire de malise.filter, ça n'existe pas, ça côté typage. Donc on va devoir utiliser, par exemple ici, extract. C'est un utilitaire qui est exposé par TypeScript officiel. Et en fait, extract, ça va me permettre à travers un union type, de garder uniquement les références communes, enfin les mots, ici les littérales communs. Donc ici, on n'a que Word 1 et Word 2 qui sont en commun, et le extract, ça va me permettre de juste filtrer ces deux mots-là. Donc on voit que filter in words, c'est un union type de littéral Word 1 et Word 2. Donc c'est comme ça qu'on va faire un peu notre filter. Maintenant qu'on a notre union type, donc Word 1 et Word 2, on va pouvoir le transformer en tuple. Là, j'ai utilisé un utilitaire qui vient de Typefest, parce que j'ai pas envie de m'embêter. Il ne faut pas s'embêter avec les types. On peut utiliser des libs pour ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même récupérer les utilitaires des libs. Et du coup, une fois que je transforme en tuple, je récupère le length et j'ai mon total. Donc c'est sur ça que ça s'appuie, mais il y a encore un dernier point. Et merde, pardon. J'ai plus d'internet. Je m'excuse. Parce que là, j'imagine que vous ne voyez pas grand-chose. Parce que ça va charger. Actualise. Bon, je m'excuse, je pensais que ça avait tout chargé, mais à première vue non. Et j'ai pas une très bonne connexion.
C'est le lazy loading, ça. En attendant que ça charge, on peut remarquer une chose. Il a eu une très bonne suggestion. La prochaine fois, il faudrait qu'on prépare un bingo qu'on partagerait avec tous les participants. Et le premier qui a une ligne remplie gagnerait quelque chose. À chaque fois que le mot IA est prononcé sur une conf. Ah non, mais ça, c'est la case du milieu, celle que tout le monde couche d'un coup. Je m'excuse, j'arrive pas à l'avoir. Je vais mettre mon portable là-bas. Mais ça... T'as le wifi ou t'as du partage? Sinon, je peux me mettre en partage. Est-ce que vous savez que si vous tapez chrome://dino, vous avez le dino, le jeu que vous pouvez jouer? N'hésite pas si t'en as d'autres. C'est maintenant. Combien faut d'ingénieurs software pour changer une ampoule? Aucun, c'est un problème hardware. Ouais, vas-y. C'est pas ça. 8. C'est dommage qu'on n'ait pas de réseau à nom bizarre. Ah, ça me rappelle mes années de fac, là. Je sais pas si... Ah non, ça n'a pas marché. Tu peux te mettre sans mot de passe comme ça, peut-être. Oui. C'est bon. Ah, tu l'as vu? Ici, juste là. Ah, mais top. Ah, c'est bon. Normalement, on va être bon. Parce que ça a l'air mieux déjà. Bon, je m'excuse, j'avais regardé que mon diapo s'affichait bien, mais c'est vrai que je n'étais pas allé au bout. C'est pas grave, ça arrive. Doucement mais sûrement. J'ai pas tout. J'en profite, n'hésitez pas à voter sur les questions. On est juste avant la Q&A. N'hésitez pas à voter sur les questions qui vous intéressent le plus. Et il me semble que Mathieu a préparé des petites surprises pour les questions les plus pertinentes. J'allais surtout dire, j'espère que vous avez bien suivi, interro à la fin. Oui, c'était ça la surprise. Je pensais que c'était des t-shirts, mais pas du tout. Non, mais ouais, je crois qu'il y a des petites surprises plus sympas qu'un DST, je crois, ou un partiel de 4 heures à la fin. Voilà. Hop là. On y arrive. Oui, du coup, votez, comme ça les questions les plus pertinentes seront les plus posées aussi aux speakers à la fin, dans quelques minutes. Bon, bah du coup, je recommence. Alors, je vais vous présenter... Non, c'est le blague. T'en restes bien à côté parce que ça n'a pas l'air Super, j'avais pas suivi, merci de recommencer. Hop. Donc, on était dans notre jeu du bingo. Hop. On était là. C'est un peu de mal encore. Bon, ça va, voilà. Donc, on était ici. Donc, il y a un dernier, j'allais dire, il y a un dernier challenge. Ça va être de transformer justement notre matrice, donc il y a un tuple, en union type pour après le filtrer avec le extract. Et pour ça, du coup, pour ça, en gros, je vais récupérer ma grille, donc bingo grid, je vais faire index number, ça va me retourner un union type de chaque ligne, et je vais refaire un index number pour en fait récupérer chaque cellule. C'est comme ça, du coup, ce que j'ai à gauche, la bingo grid to union word, je vais avoir ma matrice et je vais après récupérer un union type de chaque mot. Donc c'est comme ça que, en gros, le get bingo score, je le fais, c'est grâce au tuple à extract pour filtrer et justement et après avec les index pour récupérer, pour tout récupérer. Il reste une autre contrainte, en gros, ça va être renommer le nom des joueurs. Pour ça, on ne va pas s'embêter non plus. On va utiliser le camel case, l'utilitaire camel case de Typefest pour transformer player 1 avec une minuscule sans espace. Et comme ça, maintenant, il n'y a plus qu'à retourner justement c'est ce qu'on a calculé, donc player 1 qui vaut 6 et player 2 qui vaut 5. Pour ça, dans le rectangle jaune, c'est au niveau du retour de ma fonction. Je vais créer un index, et pour ça, pour créer l'index, je vais faire un key in player cards, index number, index player name. Donc là, je vais récupérer un union type de nom de chaque joueur, où je vais faire un as pour les transformer en camel case. Donc là, c'était pour mes index, et auquel je vais associer leur score, donc avec get bingo score, les mots annoncés, où je leur file les grilles. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas.
il y a une petite subtilité, il y a encore un petit truc à gérer, parce qu'en fait, le problème... Est-ce que j'ai appuyé trop vite ? Voilà. Le problème, c'est ici, c'est dans ce que je retourne, c'est au niveau du rectangle rose. Player card, index number, index bingo grid, en fait, ça va retourner un union type de chaque grille de chaque joueur. Et du coup, en fait, tous les mots de grille, ça fait 7 en score trouvé. Donc pour ça, c'est pas grave, on va juste utiliser une fonction récursive, et c'est aussi un utilitaire, enfin une façon de faire qui est très, très utilisée en TypeScript, parce qu'on ne peut pas faire de boucle côté typage, donc on va utiliser la récursivité justement pour faire des boucles. Pour ça, j'ai créé Recursive Score by Player. Alors comment j'ai fait ? Je vais avoir en paramètres, je vais avoir 3 paramètres, donc 2 génériques, les mots annoncés, les cartes des joueurs, et le troisième, ça va être l'accumulateur qui est déjà défini. Pour l'instant, c'est un objet vide. Et comment je vais faire après pour justement démarrer cette boucle ? Je vais dire que player card, ça extend crochet, infer first card, 3 petits points, infer s card. Et là, en fait, l'intérêt, c'est qu'on peut récupérer le premier élément dans first card. First card, en gros, il va récupérer la première grille de mon joueur, etc. Et le reste, ça va dans rest card. Par contre, si j'ai plus d'éléments dans ma liste, je vais retourner l'accumulateur. Donc maintenant, comme on est récursif, on va se rappeler nous-mêmes, en lui repassant les mots annoncés et les rest cards. Et maintenant, pour justement ajouter des informations dans l'accumulateur, on va utiliser merge, qui vient encore une fois de Typefest, et qui me permet, à partir de mon accumulateur actuel, de rajouter des propriétés dedans. Et comment je rajoute mes propriétés dedans ? Pareil, pour l'index, on fait la même chose qu'avant avec le camel case. Et là, dans le get bingo score, l'avantage, c'est que j'ai accès au first card. Donc ça va être la carte en cours, enfin la first card bingo grid, ça va me retourner la grille du joueur en cours sur lequel on itère. Et il n'y a plus d'histoire de récupérer deux grilles en même temps. Sauf qu'en fait, on voit, il y a du rouge. Il y a du rouge parce qu'en fait, TypeScript, il s'est perdu. Il n'arrive pas à deviner le type de rest card ni de first card. Et bien, c'est pas grave. C'est pas grave, on va juste dire que first card, ça extend player card, et que rest card, c'est pareil, une liste de player card. Et si c'est pas bon, on va retourner never. Alors, il n'y a pas d'autre façon de faire que des expressions ternaires côté typage. C'est un peu horrible au début, mais on s'y fait. Et maintenant, en vrai, on peut demander à l'IA. En vrai, elle fait plutôt ça bien. Et donc voilà, donc là on a fait notre fonction récursive, on a vu que c'était pas grand chose. Il y a une petite astuce quand même à connaître, parce que ça c'était la théorie, mais en pratique des fois nos expressions ça marche pas comme on veut. Et donc je vous recommande de mettre des strings au lieu de juste never, de mettre des strings comme ça. Si vous voyez never 1, vous dites qu'il y a eu un problème quelque part, et vous savez d'où ça vient. Donc le bilan, avec tout ce qu'on a vu, du coup on arrive à calculer juste d'un point de vue typage le score de notre joueur. Maintenant, on va rajouter une petite règle encore, ça va être assez rapide, et c'est hyper intéressant encore une fois, ça va être de rajouter une propriété conditionnelle en output. Donc c'est-à-dire on va rajouter la propriété winner uniquement si on a un gagnant. Par contre, si on n'a pas de gagnant, on ne veut pas avoir cette propriété winner. Et comment on fait ça ? Du coup, là c'est encore au niveau de la signature, j'ai rajouté deux paramètres génériques qui sont déjà définis. Score by player, c'est ce qu'on a vu jusqu'avant, que je vais retourner encore une fois au niveau des traits jaunes, et ce que j'ai mis souligné en rose, winner, que je vais retourner dans un debug. Je vais rajouter une propriété parce que je sais que je ne vais pas réussir à trouver la bonne formule du premier coup. Donc c'est un peu une façon de débugger et d'avancer progressivement. Et donc pour l'instant, qu'est-ce qui me retourne dans ce winner là ? Je vous montre pas, pour l'instant je ne vous montre pas ce qu'il y a dedans, mais pour l'instant je vois que ça me retourne player 1 qui vaut player 1 et player 2 qui vaut never. Donc c'est bien déjà, il a détecté que quelque part player 1 il a gagné et pas player 2. Et comment je veux faire pour justement filtrer player 2 ? Et c'est au niveau de la création de l'index, ce que j'ai souligné en jaune, et je vais regarder si mon joueur actuel a gagné, donc si en gros si son score, ça vaut 9, je retourne son prénom, sinon je retourne never. Et naturellement, TypeScript va omettre les propriétés avec un index never. Donc on va se baser là-dessus. Et oui, du coup, pour savoir si un joueur a gagné, on va comparer son score si ça vaut 9, si ça extend 9. Maintenant, au niveau de mon output, donc je vais créer pareil, c'est dans le carré vert, je vais créer pareil un merge où je vais lui donner les scores de mes joueurs qui seront toujours là. Et si jamais mon objet winner est vide, je renvoie un objet vide. Par contre, s'il y a un gagnant, je renvoie la propriété winner auquel je donne le nom du joueur et je mets qu'il a gagné. Donc là, c'était pour la partie output, mais là, il y a encore une nouvelle règle qui est encore plus rapide. C'est pareil, on pourrait avoir des propriétés conditionnelles, mais en input, côté input. Et côté input, en gros, ce qu'on peut faire, c'est... là, par exemple, ce que j'ai mis, c'est que j'aimerais qu'il y ait un reward uniquement s'il y a un gagnant. S'il n'y a pas de gagnant, je ne veux pas qu'il soit cette propriété. Donc j'ai un peu transformé la fonction bingo game pour qu'il y ait un seul paramètre avec les mots annoncés et ensuite les player cards. Et on voit, du coup, dans l'exemple à gauche, il n'y a pas de gagnant. Ouais, à gauche. Il n'y a pas de gagnant, du coup, ça râle pas. Par contre, au milieu, il y a un gagnant, du coup, ça râle parce que la propriété reward n'est pas définie. Et à droite, il y a un gagnant, il a gagné une baguette, il va être trop content, le mec. Rigolez pas.
On est en France quand même. Du coup, pour savoir s'il y a un gagnant, pareil, j'ai rajouté une propriété conditionnelle, enfin une propriété générique qui s'appelle asWinner. En fait, je regarde juste si mon objet winner est vide ou pas. Et au niveau de ma première propriété, du coup, je vais utiliser un merge, comme on a vu avant. Et dans le rectangle rose, si il y a un gagnant, je renvoie reward qui est obligatoire de type string. Sinon, je renvoie reward qui est optionnel de type never. Et ça, c'est important de le mettre. Si vous ne le mettez pas, TypeScript ne va pas comprendre ce que vous cherchez à faire. Donc là, voilà pour notre jeu du bingo. Alors, il ne faut pas oublier, ça marche côté typage, mais côté implémentation, on ne l'a pas fait. Ça, je vous laisse le faire. Mais il ne faut pas l'oublier parce que vous n'aurez pas d'erreur à la compilation. J'ai un défi pour vous, c'est de créer votre propre utilitaire mutation. Je trouve que c'est un truc qui manque un peu dans Angular. Là, je vous ai mis, si ça vous intéresse, du coup, les specs et une implémentation que j'ai fait. C'est pas forcément celle que j'utilise, mais justement, ça reprend pas mal de mécanismes que j'ai présentés et je pense que c'est un bon ajout. En conclusion, l'esprit de dérivation, c'est vraiment un man state qu'il faut avoir. Si vous aimez bien le code déclaratif, c'est carrément dans le mouvement. Le principe, c'est de conserver et de préserver le maximum de contexte. Et l'avantage aussi de tout ça, c'est que ça a un faible impact sur la logique existante, donc ça s'intègre très bien dans des projets qui sont parfois durs à maintenir. Il y a quelques limites que je n'ai pas eu le temps d'exposer, mais je pense qu'avec les IA, si vous êtes confrontés, vous allez vite les détecter. Et il y a énormément d'opportunités à se faire, comme on a vu l'injection de dépendance qui peut être type safe, ça c'est vraiment le plus gros point, le plus gros bénéfice qu'on peut avoir. Et plein d'autres choses, des tests qui seront plus simples. À la fin, on gagne en sécurité et en tranquillité, et l'IA, vraiment, elle adore ce genre de choses. Je vous mets des ressources qui m'ont inspiré pour apprendre le typage, etc. Petite mention pour du coup un talk de Léo en bas à droite. N'hésitez pas à le regarder. Merci de votre attention et merci aux organisateurs.